Sandrine Boireau et à Nora Voisoni qui nous ont rejoints pour cette table ronde ce soir. Donc, pour redire un petit mot de contexte, cette table ronde, elle est co-organisée par l'association Territoire à Vivre, Grand Lyon, l'association Belle Bouffe, mais aussi avec la chaire ESS qui nous accueille ici ce soir. Donc, merci aussi pour ça. Elle s'inscrit dans un cycle de rencontres qui est organisé par Territoire à Vivre Grand Lyon. Et donc, pour vous redire qui est Territoire à Vivre Grand Lyon, c'est une association qui représente un collectif de structures. On vient de sortir de notre assemblée générale à l'instant. C'est toutes des structures qui s'engagent dans leurs actions propres, mais aussi en coopération, ensemble, dans des projets pour favoriser un accès digne à une alimentation de qualité pour tout le monde et pour aller agir pour un système alimentaire plus juste, plus durable pour les producteurs et tous les travailleurs de la filière aussi. Et donc au cœur de ce projet-là, on cherche à faire vivre ce qu'on appelle une démocratie alimentaire. Donc on croit à la nécessité de redonner du pouvoir d'agir et de décider aux habitants sur leur alimentation, sur l'accès à l'alimentation, notamment dans leur bassin de vie, dans leur quartier. Et donc, dans ce cycle de rencontres, on se propose de monter en connaissance ensemble, de se rencontrer, d'aller voir des acteurs du monde agricole et de s'outiller aussi pour que ces démarches puissent vivre et se développer. Voilà, et je laisse la parole à Marie-Amandine pour introduire la table ronde. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de pouvoir modérer cette rencontre. Peut-être avant de commencer, faire le lien avec ce qu'a dit Léa. Donc pour nous, c'était important de pouvoir s'inscrire dans ce cycle de rencontres avec Territoire à Vivre Grand Lyon, pour pouvoir aussi apporter notre patte Belle Bouffe et s'interroger sur les inégalités sociales, mais à travers leurs différentes dimensions. On va parler notamment genre cet après-midi, et le but, ça va être de pouvoir, à travers cette rencontre, se questionner d'une part en tant que structure et voir comment on peut avoir un regard soit nouveau, soit le conforter, le renforcer quand on intervient en tant que professionnel sur le territoire. Et puis côté mangeur-mangeuse, de voir ce qui peut nous traverser, le monde social en fait, mieux le comprendre et se dire peut-être que ce qui se joue dans nos assiettes, c'est pas si normal, et qu'ensemble on puisse donner les moyens de lutter à travers aussi cette compréhension, et qui peut être un vrai levier d'action. Donc voilà pourquoi Belle Bouffe a voulu aussi contribuer à ce cycle en proposant cette table ronde, et donc s'interroger sur les inégalités du champ à l'assiette. Et pour ça, on a le plaisir d'avoir deux invités. Donc Nora Voisoni, tu es journaliste indépendante, écrivaine. Tu as notamment écrit 3 essais, bientôt un 4e d'ailleurs, une enquête bientôt, qui sort le 14 mai, qui s'appelle « Violence en cuisine, une omerta à la française ». Donc à noter directement dans vos agendas. Du coup, tu as écrit notamment Féministe quand le sexisme passe à table en 2017, Sexisme, en finir avec le mythe de la VG et du viandard en 2021, puis Manger les riches, la lutte des classes passe par l'assiette en 2023, et puis tu animes une émission qui s'appelle Bouffe de là, sur une web TV au poste, et ça donne la parole à des assos, des collectifs, des lanceurs d'alerte, des scientifiques, des militants pour parler bouffe. Donc ça, c'est vrai que ça nous plaît aussi chez Belle Bouffe, de parler bouffe. Et un podcast qui s'appelle Bouffe de là. Je crois que les gens de moins de 30 ans n'ont pas la ref Bouffe de là, malheureusement, je pense. Voilà, c'est une chanson d'M6 Solar, Bouffe de là. Voilà, je laisse entre jeunes googler cette chanson-là. Et puis Sandrine Boireau, donc tu es paysanne dans les coteaux du Lyonnais. Tu cultives en agriculture biologique depuis 2019 des plantes médicinales et aromatiques. Tu pratiques la cueillette de plantes sauvages et tu proposes à la vente des tisanes en circuit court. Et tu es membre de la Confédération paysanne et de l'AVR 69. C'est ça. Alors, pour commencer, ce que j'avais envie de savoir, c'est qu'est-ce qui vous a intéressé au final à vous inscrire dans le champ de l'agriculture, de l'alimentation. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, toi, que tu es paysanne, et puis que toi, tu t'intéresses aussi à travers ton métier de journaliste aux questions alimentaires. Peut-être Sandrine, tu peux commencer. Oui, ça marche. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, j'ai une formation universitaire, plutôt dans le développement local, la mise en valeur des territoires ruraux, etc.
Et à un moment, à force de passer de CDD de chargé de mission en CDD de 6 mois, etc., j'ai eu envie de créer mon job, d'être mon propre employeur. J'ai eu envie aussi de travailler dehors, d'avoir un métier qui a du sens, avec lequel je sois alignée. Et puis voilà, je me suis installée à l'époque avec mon compagnon, donc c'était aussi un projet de couple en fait. Voilà un peu les motivations. Et aussi voilà, le fait d'avoir un métier concret, manuel. Dans ces métiers intellectuels, on est toujours... on n'en voit jamais le bout en fait, il y a toujours des mails qui arrivent et puis on mène des projets sur 4-5 ans et puis c'est interminable. Et là, voilà, il y a un résultat concret, visible, quantifiable, matériel et c'est assez satisfaisant. Voilà. Alors moi aussi je suis manuelle, je suis un ordinateur. Pas la même chose. Moi ce qui m'a intéressée, j'essaie de faire court. Je viens d'une famille ouvrière, ma mère était, parce qu'elle est retraitée, assistante maternelle, mon père était électricien, ouvrier du bâtiment, et donc j'ai grandi dans une famille extrêmement avec les rôles genrés. Vous savez, division sexuelle du travail, donc papa qui a un métier très manuel, très pénible, très masculin, on va dire. Et ma mère, dans le care, etc., travaille extrêmement pénible aussi. Et ma mère faisait à manger pour tout le monde, c'est-à-dire qu'elle faisait à manger pour sa propre famille et pour les enfants qu'elle gardait. Donc j'ai vu ma mère passer sa vie à faire des tâches domestiques et faire à manger, etc. Donc moi, elle m'a donné le goût de cuisiner. Mais quand je suis arrivée à Paris pour faire mes études, moi j'ai grandi en Picardie, dans l'Ouest, et je me suis rendu compte que les restaurants, ça existait. J'étais pas non plus dans un coin paumé, mais on n'avait pas d'argent pour aller au resto, à part à la paella une fois par an, et sinon au KFC ou au McDo, quoi. Et j'avais pas les moyens d'aller au resto, donc moi j'ai découvert le monde fabuleux des restos quand j'ai eu un peu de sous. Et en France, on parlait dans la presse beaucoup de restos. On parle d'alimentation, on parlait, ça commence à s'améliorer un peu, mais de 2 points de vue différents seulement. Soit on parlait des restos, mais on parlait des chefs, des Michelin et compagnie, de la gastronomie. Soit du produit, on fétichisait le produit, etc. Les courges à 25 € de monsieur je sais pas quoi qui fournit tel resto étoilé. Ou bien on en parlait d'un point de vue conso, mais pas d'un point de vue sociologique en fait. Ce qu'on appelle les food studies. Et donc en France, on est très en retard sur les studies, genre les gender studies, les race studies et les food studies. On commence un peu à rattraper le retard, mais donc moi quand j'étais à un moment de ma carrière de journaliste, je me suis dit ça m'intéresserait vachement d'en parler, mais je voyais bien que dans les rédactions, c'était pas trop intéressant, quoi. C'est-à-dire qu'en France, on a ce côté un peu... bon, on est les meilleurs dans la bouffe, je sais pas quoi, enfin n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. C'est arbitraire. Mais on avait ce côté, c'est trop vulgaire de parler d'alimentation, quoi. En fait, on parle de gastronomie pour se raconter, mais c'est beaucoup trop vulgaire de parler de précarité alimentaire, d'insécurité alimentaire, de tous les effets délétères du système alimentaire, d'agriculture, de suicides paysans, de conditions d'existence. Et donc, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Donc, j'ai essayé de gratter un peu, mais les rédacteurs n'étaient pas très intéressés, ils préféraient des critiques gastronomiques. Moi, j'ai jamais été critique culinaire. Et en fait, Nourriture Fut, la maison d'édition, est venue me chercher en 2016 en disant, voilà, on se connaît pas, mais on aime bien, parce que j'écrivais sur le genre déjà. On aime bien, tu as l'air de t'intéresser aussi à la bouffe, mais on a envie de publier des essais plutôt sociologiques et très accessibles. Et donc j'ai écrit le premier donc, sur le genre et la bouffe, le deuxième aussi, et le troisième sur le système alimentaire, la stigmatisation des classes populaires, la financiarisation du système, l'agriculture. Mais je parle déjà dans le premier livre du genre dans l'agriculture, du système agricole, des violences en cuisine. Enfin, j'ai essayé. En fait, quand tu écris un premier livre, tu te dis, ça se trouve, il n'y en aura pas de deuxième, je vais tout mettre dedans. Voilà. C'est comme les premiers films. Hein. Alors, donc c'est un peu ça. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'est que c'est aussi, je parlais de là d'où je viens parce que c'est là d'où je parle, quoi. Et ça m'intéressait de voir en fait que qui écrit la gastronomie dans le sens de discours qui porte sur l'alimentation, c'est les classes bourgeoises, les classes privilégiées. Et on le voit quand on fait des recherches aussi historiques sur la bouffe, les seules traces qu'on a, c'est des manuels de cuisine. On n'a pas ce que les gens mangeaient tous les jours. Évidemment, ils n'avaient pas que ça à foutre de mettre... on s'en fout, quoi. Tu manges une soupe, tu n'as pas écrit, tu manges une soupe, quoi. Donc ça m'intéressait de ça aussi, en fait, de pouvoir en parler, et donc que ce soit pas vu comme vulgaire. Et de pouvoir montrer que oui, en France, il y a 8 millions de personnes en insécurité alimentaire, il a fallu attendre le Covid, en fait, pour qu'on montre qu'il y a vraiment un énorme problème en France sur l'insécurité alimentaire. J'ai pas fait hyper concis, mais voilà. Non, mais on est là pour papoter, donc c'est très bien. Et puis on aura l'occasion de revenir là, sur certaines choses que tu as pu évoquer.
Sandrine, tu nous as parlé rapidement de ce qui t'a donné envie d'être paysanne. Est-ce que tu peux nous dire au final ce que c'est aujourd'hui en France d'être une femme dans le milieu de la paysannerie, Ouais. et peut-être nous faire part de certaines difficultés que tu aurais pu rencontrer? Alors, quand j'ai commencé à vouloir me reconvertir en agriculture, j'ai passé un diplôme qui est assez classique, qui s'appelle le BPREA, Brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Donc, c'est un peu la voie, voilà, quand on en formation, pas formation initiale, on va dire. Donc, c'était spécialisé en plantes aromatiques et médicinales dans la Drôme. On était une promo de 30, 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes. Ça, c'est la filière qui veut ça, hein, plantes aromatiques et médicinales. On rejoint le côté care, etc. Dans des filières, je ne sais pas, viticoles ou bovin-viande, voilà, pour prendre le gros cliché. Voilà, c'est plutôt... les femmes sont rares, je pense. Et je les plains, voilà, celles qui y sont. Donc aujourd'hui, en fait, moi, j'ai pu m'installer en GAEC. Donc, groupement agricole d'exploitation en commun, c'est quand on est plusieurs chefs d'exploitation associés. Et chef d'exploitation, c'est un statut social auprès de la MSA, Mutualité Sociale Agricole. C'est chiant ces sigles, vraiment. C'est pénible. Il y en a tellement en agriculture en plus. Si jamais j'en zappe, n'hésitez pas à me faire signe. Et alors ce statut, en fait, il existe, il est accessible depuis pas hyper longtemps en fait aux femmes. Et le GAEC entre époux est accessible aussi depuis peu de temps. Voilà. Donc avant, les femmes travaillaient sans aucun statut sur les fermes. Elles étaient au mieux conjointes collaboratrices. Donc elles avaient droit à une retraite de merde, ça donnait pas droit à une rémunération obligatoire, etc. Et surtout pas un pouvoir de décision. On a maquillé ce statut, en fait, le travail des femmes a été complètement invisibilisé, aide familiale, enfin bref, on a trouvé tout un tas de pirouettes pour pas que ça soit reconnu. Donc voilà, aujourd'hui, être agricultrice, on hérite quand même de tout ce qui a été acquis avant et qu'il faut encore se battre voilà, pour le défendre. Donc on s'est installé, donc je me suis installée à l'époque avec mon conjoint. Et en fait, on a demandé des aides qui s'appellent la dotation jeune agriculteur, la DJA. C'est un pilier de la PAC, en fait, donc c'est des crédits européens gérés par les régions. Donc jeune agriculteur, c'est moins de 40 ans. Voilà. C'était moins de 30 ans avant pour y avoir droit, et ils se sont rendus compte que les gens s'installaient de plus en plus tard, que les paysans vieillissaient, que voilà, donc ils ont repoussé les critères. Donc c'est une aide, enfin c'est une dotation à laquelle on a droit sous condition de diplôme. Et cette aide est majorée si on est en zone de montagne, en bio, avec des investissements, enfin tout ce qu'ils considèrent comme un handicap, hors cadre familial aussi, etc. Pourquoi je vous raconte ça? Oui, de DJA, donc, je me suis perdue en route. Et donc, on passe devant une commission départementale d'orientation agricole, CDOA, pour montrer qu'on est des gens sérieux et tout, qu'on a fait un prévisionnel sur 5 ans, machin. Et clairement, donc moi, je me suis installée en plantes médicinales sur 2000 m². C'est des tout petits ateliers avec un petit chiffre d'affaires, peu de charges, peu d'investissement, etc. Donc, c'est pas très sérieux. Et clairement, c'était mon associé qui était un peu la caution sérieuse quoi, du truc. Maraîchage, diversifié, des facilités de commercialisation, mécanisées, etc. Enfin voilà. Bon, alors là, pour le coup, j'ai un peu fermé ma gueule en commission. Ça m'arrangeait bien quand même que ça passe, le truc. Mais j'ai des collègues femmes qui se sont installées toutes seules et pour qui ça a été quand même beaucoup plus compliqué. Voilà. Voilà. Alors, il y a aussi une étude qui est un peu... qui est très intéressante, c'est la FADEAR, donc j'en ai marre de ces acronymes. La FADEAR, la Fédération des associations départementales pour le développement de l'emploi agricole et rural. En gros, c'est des associations qui sont dans le prolongement des confédérations paysannes. On pourra reparler de la conf. Et donc la FADEAR a fait une étude sur les freins liés au genre, à l'installation agricole. Et en fait, ce qu'il montre, c'est un PDF de 40 pages qu'on trouve facilement sur Internet. Et chaque chapitre, il y a un petit résumé, c'est hyper facile à lire. Mais en gros, ils se rendent compte que les freins se cumulent. En fait, si vous êtes une femme sur une production atypique pour la région, sur un mode de production atypique, mode de commercialisation également atypique. Enfin voilà, en fait, il y a plein de freins qui se cumulent et du coup, c'est un peu difficile de distinguer ce qui relève du genre ou ce qui n'en relève pas. En gros, si vous êtes une femme racisée, éventuellement lesbienne, et que vous voulez faire du safran dans la plaine de la Beauce, et ben bon courage. Voilà.
Pardon, oui, c'est très cliché, mais désolé, c'est un petit peu ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Attends, je peux lui poser une question? Vas-y, bien sûr. Je voulais savoir si, parce que je sais qu'il y a beaucoup de solidarité qui se mettent en place plutôt entre femmes, justement pour pallier le manque de solidarité des hommes vis-à-vis des femmes. Toi, tu as subi des choses comme ça, ou tu as vécu des choses comme ça, ou quand tu es arrivé, tu as bien vu qu'il y avait peut-être une ostracisation de la part des gens qui étaient déjà là, que ce soit des femmes ou des hommes, hein, qui étaient déjà en place ou pas? Alors, clairement, dans le coin et pour certains voisins, je ne suis pas du tout prise en sérieux, en fait. Clairement, on a un voisin qui est très gentil, hein, mais qui parle toujours que à mon associé, alors qu'on a le même nombre de parts dans le GEC. En plus, on est installé dans un territoire dont je suis originaire. On a eu des terrains via des opportunités familiales par mois. Bon, bref, voilà, ça gave un peu. Et effectivement, il y a des réseaux qui se sont organisés. Alors, il y a le réseau des producteurs-productrices de PAM, donc PAM, plantes aromatiques et médicinales. Pour le coup, c'est terrible. Pour le coup, c'est un réseau qui est à 95% féminin. Donc, de fait, on s'est regroupés. Et puis, il y a des groupes aussi sur les questions de genre en agriculture. Avec l'ADR, on en reparlera un peu plus loin, je crois. Mais ouais. Les PAM, c'est national ou c'est régional? C'est national, il y en a de partout. C'est même plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Ouh. On peut peut-être même parler dès à présent, comme tu l'as évoqué, et ça fait le prolongement avec du coup ta question. Donc tu es membre de la Confédération paysanne, et il y a ce que tu disais, cette nécessité aussi de créer des réseaux de solidarité entre femmes pour faire face aux freins, et tu as pu en parler, dont certains se retrouvent à vraiment une diversité de freins et à l'intersection les uns des autres. Et donc peut-être nous dire avec la Confédération paysanne déjà ce que c'est, et puis ce que vous avez pu mettre en place Yes. en tant que femme paysanne. Bon, la Confédération paysanne, tout le monde voit à peu près? Oui. Bon, ça marche. Donc, comme je vous disais, les confédérations paysannes ont créé dans beaucoup de départements des ADR, développement agricole et rural. Voilà. Oh, j'en ai marre. Et clairement, c'était au départ pour des questions de financement, en fait. C'est que la conf, en tant que syndicat, ne pouvait pas toucher des financements, mais les ADR, oui, parce qu'en tant que paysan, on cotise à un fonds de formation qui s'appelle Vivea. Et les ADR pouvaient être financés via Vivea. Enfin bref, c'est des montages à la con, mais ça marche. Et donc, l'ADR du Rhône, qui est au 58 rue Rollin, donc pas du tout loin, pilote un groupe sur les questions de genre en agriculture qui s'appelle les tracteuses. Donc, tracteuses, tracteurs, hein, vous avez le truc. Tract militant, voilà. C'est un acronyme, tracteuse ou pas? Non, mais on a brainstormé un paquet de fois et c'est le meilleur truc qui est sorti, hein, vraiment. Voilà. Et donc, il y a le côté aussi tracter, emmener pour une évolution de la société, voilà, pour essayer de faire bouger un peu les lignes. Voilà. Donc, pour vous résumer un petit peu ce qu'on fait, c'est plusieurs cercles concentriques, on va dire, d'action. Au niveau, donc on est d'abord une mailing list, il y a une 50aine d'adresses et à chaque fois on est 10-15 à peu près à se réunir. On se réunit 4-5 fois par an, comité de pilotage, plutôt à la saison où on a un peu plus de temps. Donc là, on va être sur les dernières réunions avant que nos saisons démarrent un peu. Souvent, il y a un espace où on partage en fait les dernières expériences, des anecdotes, des vécus qu'on a pu traverser et comment on y a réagi. Voilà. Souvent, l'idée, c'est de se nourrir aussi intellectuellement. Donc, on fait de l'arpentage, on écoute des podcasts des fois. Voilà. On réfléchit aussi à ce qu'on va mettre en place. Le deuxième cercle d'action, c'est ouvert plutôt à un public agricole et rural. Ça va être plutôt sur de la montée en compétences techniques. On a fait des formations mécanique agricole, mécanique automobile, tronçonneuse récemment. Enfin voilà, c'est rigolo. Alors, pour votre info, il y a des garages féministes qui forment des nanas. Donc à Saint-Étienne, ça s'appelle Ta Caisse Fuit. Et donc on est allé faire nos vidanges, nos plaquettes. Là, c'était hyper rigolo. Et puis un troisième cercle d'action, ça va être des événements grand public. Donc ça peut être des ciné-débats. Le film Croquante, par exemple, pour celles et ceux qui en ont entendu parler. Des conférences gesticulées, des théâtres forums, etc. Voilà, un petit peu ce qu'on fait. Et c'est ouvert à tout le monde, donc si vous voulez venir, c'est possible. Est-ce qu'il y a un événement prochain prévu, grand public? Pas que je sache.
On suivra pour s'y inscrire. D'accord. Nora, par rapport à ce que vient de partager Sandrine, est-ce que ça fait écho à des choses que toi, tu as pu rechercher et mettre en récit à travers tes livres ou dans le cadre aussi de ton podcast? Sur les façons de trouver des solidarités entre femmes, Et plus largement, la condition aussi des paysans et paysannes et du monde agricole. Enfin, il me semble que dans ton ouvrage Manger les riches, tu as tout un chapitre sur la faim dans le monde. Oui, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans l'alimentation, déjà, c'est un sujet qui m'intéresse parce que tout le monde a un truc à dire, tout le monde mange, si on a de la chance, plusieurs fois par jour. Mais tout le monde mange, donc tout le monde a quelque chose à raconter sur la bouffe, en bien, en mal, en positif, en négatif. Chacun a un avis sur la pizza à l'ananas. Tout le monde estime que c'est dégueulasse. Non mais voilà, tout le monde a un avis sur la bouffe. On est en France, on parle quand même beaucoup, on n'est pas le seul pays, mais on parle quand même beaucoup de bouffe en permanence. Et on a complètement tenté de dépolitiser la nourriture. De croire que c'était la somme de choix individuels, donc de responsabiliser les mangeurs et les mangeuses. Et de ne pas responsabiliser les politiques, les choix politiques, les choix économiques, de qu'est-ce qu'on privilégie, etc. Tu parlais tout à l'heure de la PAC, donc la politique agricole commune, qui est le plus gros. Je n'ai pas dit celui-là. J'ai pas dit PAC ce que c'était, mais je pensais que tout le monde avait. Qui est le plus gros système de subvention agricole au monde, donc c'est l'Europe qui alloue plusieurs milliards sur plusieurs années. Et il faut savoir que la PAC, en fait, les subventions ne sont pas du tout équitables parce que c'est ce qu'on appelle la prime à l'hectare. En gros, plus c'est grand, bon, tu as plus toucher d'argent. Ce qui n'a pas trop de sens, mais bon, voilà. Donc, par exemple, le maraîchage et les plantes touchent que dalle. Enfin, vraiment, c'est ridicule, c'est rikiki, les aides. La bio, c'est pathétique ce qui est refilé à la bio. Et donc, on voit tout le temps les pubs pour encourager les gens à manger bio. Emmanuel Macron dit qu'on devrait tous et toutes renoncer à nos smartphones et à Netflix pour acheter français et bio. D'accord. Et pour autant, il n'y a pas d'aide pour la bio. Et ça revient en arrière. Et ça revient en arrière, et on voit que les ventes de bio baissent. Parce que c'est cher, c'est vrai que c'est cher. Je ne dis pas que c'est cher, que c'est pas justifié comme prix, parce que quand on sait ce que gagnent les paysans et paysannes, ça devrait être beaucoup plus cher. Mais c'est parce qu'il y a d'intermédiaires et qu'il n'y a pas une politique de subvention. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement de donner, avec mes bouquins et avec les conférences et avec ce genre de table ronde, etc., c'est aussi redonner à la fois le pouvoir à tout le monde, c'est-à-dire par la connaissance, donc savoir comment fonctionne le système agroalimentaire, savoir qui touche quoi, qui pourrait faire quoi, qui ne le fait pas, et on n'arrête pas de nous parler de souveraineté alimentaire. Alors déjà, ils ont complètement galvaudé le mot souveraineté, enfin, ce que ça veut dire la souveraineté alimentaire, c'est pouvoir choisir soi-même son alimentation, c'est pas pouvoir être en autarcie, je sais pas quoi, enfin tout le truc là qu'on entend des macronistes, et je n'aime pas que des macronistes depuis toujours. Et donc en fait, moi je fais ces bouquins aussi pour qu'on comprenne que ça n'est pas une somme de choix qu'individuelle, qu'il y a une responsabilité culturelle, politique aussi, et qu'en fait on puisse s'emparer de cette question de l'alimentation où on nous fait croire qu'on est trop con et trop conne pour comprendre comment ça marche, et que c'est comme ça. C'est un peu comme le patriarcat et le capitalisme. On nous dit, oui bon bah ça a toujours été comme ça, tu proposes quoi? Le communisme. Ça c'est un mec qui est venu me voir qui m'a dit ça en salon un jour. Il prend, j'ai vu arriver, je me suis dit, allez, ça va être pour moi. Oui, David Faciès de droitard, oui, bien sûr. Et il arrive, et puis il prend Manger les riches, comme ça, il regarde la quatrième de couve, et elle me dit, et vous proposez quoi alors, le communisme? Et il n'y a même pas écrit capitalisme sur la quatrième de couve, donc juste il s'est reconnu dans Manger les riches, il a eu peur qu'on le bouffe. Et donc c'est ça, on nous dit en fait, ça a toujours été comme ça, donc qu'est-ce que tu proposes? On ne peut pas avoir l'alternative en fait. Tu proposes quoi? La misandrie, un matriarcat, des femmes qui font des plantes et qui se réunissent ensemble, tu veux dire des sorcières en fait? Quelle Dans les horreur! potions. Donc c'est pareil, sur l'agroalimentaire, on nous fait croire que c'est que comme ça que ça peut marcher. Bah oui, désolé, mais bon, il n'y a pas d'alternative. Et en fait, notamment les expérimentations de SSA, Sécurité sociale de l'alimentation, prouvent qu'il y a des manières de faire autrement et qu'on peut reprendre le pouvoir et qu'on peut avoir une démocratie alimentaire. Et tout ça, ça mène au droit à l'alimentation. Mais en tout cas, moi, sur les solidarités, par exemple, avec la SSA, c'est ce que j'ai découvert. Moi, je connaissais la SSA, j'en ai entendu parler, mais je n'avais jamais vu ce que ça donnait. Je n'avais jamais parlé avec les gens qui en bénéficiaient ou qui montaient ces caisses-là, parce qu'à Paris, il n'y en avait pas.
Et puis, j'avais pas été invitée dans l'endroit où il y en avait. Et avec Manger les riches, on m'a invité dans beaucoup d'endroits. J'étais à Cadenet il y a 15 jours pour l'Intercaisse. J'ai été à Montpellier, j'ai été invitée dans pas mal d'endroits où il y a justement des expérimentations, quelles qu'elles soient, hein, petites ou grandes, et plein de types d'expérimentations différentes. Et puis voilà, il y a des gens à qui ça a changé la vie, qui le disent, qui disent ça m'a sauvé la vie, qui disent je peux enfin nourrir mes enfants sans avoir honte, je peux arrêter de manger la même chose tous les jours depuis 3 ans. Enfin, et puis on se dit, bah, en fait, on fait changer les choses parce que c'est pas juste manger, c'est aussi participer à un changement d'un système. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est le système. C'est de dire, le système est comme ça n'est pas de notre faute à nous, mangeurs, mangeuses, si le système est de cette manière. Il faut arrêter de culpabiliser les gens en leur disant « tu manges pas assez de légumineuses, tu manges pas assez de ci, de ça, de ça ». Il faut penser en dehors de soi. Et puis surtout, j'en ai ras-le-bol des chefs étoilés qui viennent à la radio et à la télé pour nous dire que c'est cimetière de bien manger et en fait on peut faire à manger pour 4 euros, je sais pas quoi. T'es là, ben non en fait, Thierry Marx, on peut pas, tout le monde ne peut pas, ben non, je suis désolée, ça n'est pas qu'une question d'argent. Donc moi j'aime bien aussi débunker les idées reçues du genre bien manger ne coûte pas cher. Ça n'est pas qu'une question d'argent. Donc je vous laisse lire mon livre pour ça. Mais du coup c'est pour ça que Bouffe de l'âme, ça m'intéressait de faire une émission sur l'alimentation parce que par exemple, j'ai invité Thomas Gilbert, qui est secrétaire national de la Conf paysanne, et Jacques Capla, qui est un fils de paysan, qui est sociologue, anthropologue et qui a écrit un bouquin sur l'agriculture industrielle. Et lui, justement, dans son bouquin, il dit que bien sûr qu'on peut sortir de ce système, en fait, on peut sortir les doigts, quoi. Et c'est au gouvernement de le faire, pas aux paysans de prendre cette charge-là. Et donc, c'est des gens qu'on n'entend pas pendant 1h30 ailleurs. Moi, ce que je veux, c'est donner la parole aux gens qui sont là-dedans, qui font des choses, qui font bouger les choses, qui ont des choses à dire et qui ne sont jamais invités sur les plateaux télé, sur France Inter, dans les trucs mainstream, interviewés en long, etc. Récemment, pardon, je ne vais pas monopoliser la parole, mais récemment, par exemple, sur la SSA, il y a Boris Tavernier, que j'imagine que vous connaissez tous plus ou moins. Boris Tavernier, qui est un des cofondateurs de VRAC, et donc qui est député NFP dans la région, et qui est un des politiques qui a porté la proposition de loi transpartisane dont on a dit chez Colo il n'y a pas longtemps, en février, sur une pérennisation des expérimentations de SSA. Et ça, on sait très bien qu'elle ne passera pas la loi parce que le Sénat il est complètement acquis à la droite, donc voilà, mais ça a été adopté en commission. Mais c'est surtout un moyen de médiatiser la SSA. Donc de montrer qu'il y a ça. Et moi, je me rends compte que quand je fais des tables rondes, etc., il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de la SSA, mais d'un coup, les yeux s'illuminent, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, on se dit « Oh, attends, pardon, c'est quoi ça ?» C'est-à-dire le pouvoir au peuple, quoi. Genre, on peut s'organiser entre nous. On n'a pas besoin d'un go national ou régional. Alors oui, il y a besoin de subventions, on est bien d'accord. Mais on n'a pas besoin d'attendre que ça soit porté là-haut par les sachants et que ça descende, quoi. Donc les organisations locales, régionales, départementales, on se rend compte qu'on peut faire des choses entre nous, en fait. Et j'arrête de parler après, mais pendant le confinement, on a vu des solidarités ultra-locales se mettre en place, notamment sur la bouffe, vraiment dans des immeubles, dans des quartiers. Et ça s'est arrêté une fois que tout a rouvert. Alors le Covid n'a pas disparu, hein, mais ça s'est arrêté une fois que tout a repris plus ou moins le cours normal des choses. Et ces solidarités-là, on peut toujours les continuer. Il y a des initiatives qui se mettent en place. Il y a plein de gens qui n'ont pas de cuisine pour faire à manger, par exemple. Donc on peut imaginer prêter sa cuisine, si vous avez une grande cuisine, une maison, puis imaginer des endroits de restauration collective, qui ne soient pas des cantines, etc., mais qui soient des cantines solidaires, etc. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est d'une part réfléchir à pourquoi je mange comme ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a des stéréotypes de genre, de classe, etc. Pourquoi est-ce que, on en parlera après, mais certains comportements sont stigmatisants quand c'est les classes populaires qui les ont et pas quand c'est les classes dominantes. Mais aussi se dire qu'on peut reprendre le pouvoir sur l'alimentation. Et donc c'est pour ça que j'invite beaucoup de gens aussi à en parler dans Bouffe de là. On parle du Nutri-Score, on parle de Foodwatch, on parle d'antispécisme, on parle de paysannerie, on va parler de restauration collective là le mois prochain. Voilà. Et on a d'ailleurs dans la salle des membres de Calimui, donc du comité citoyen qui expérimente un projet de SSA dans le 8e arrondissement. Donc j'imagine que ça fait écho avec ce que tu as dit auprès des membres de Calimui et puis plus globalement des structures qui sont présentes ici et qui contribuent largement au projet de sécurité sociale de l'alimentation qu'on porte collectivement. Et du coup, ça fait aussi
Je trouve plaisir d'avoir des relais comme toi aussi à une échelle plus nationale pour porter ces sujets. On a besoin que dans les médias, parce qu'il y a vraiment une bataille culturelle aussi à mener, et donc d'avoir des journalistes qui s'intéressent à ces questions, qui les portent et qui diffusent largement. Je mets notre casquette, je n'ai pas prévu de dire ça, mais c'est vrai que c'est très important aussi pour nous en tant qu'acteurs de terrain. En fait, sur la SSA, moi j'avais entendu parler de la SSA avec les médias de gauche indépendants, quoi. Bastard, Reporter, Mediapart, enfin bon, voilà, classique. Mais de voir que c'est depuis quelques années repris par France Inter, France Culture, le JT de TF1, France 3, le HuffPost, le Parisien, enfin, qu'il y a eu pas mal de publications plus mainstream ou de programmes de médias qui s'en emparent, en tout cas qui font des reportages. Alors ils sont plus ou moins bien des reportages, mais au moins les gens entendent parler de la SSA, et pour moi c'est ça le principal. Ils vont aller googler le truc, etc., ou en parler à leurs élus. Je trouve ça hyper important. Donc on a nous aussi, évidemment, les journalistes ont un rôle, mais sauf que c'est tellement un entre-soi bourgeois, le journalisme et les médias en général, qu'évidemment qu'ils préfèrent inviter Thierry Marx pour raconter n'importe quoi que inviter quelqu'un de la conf paysanne, qu'inviter quelqu'un qui représente, je sais pas, une caisse alimentaire d'ici ou d'ailleurs. Donc en fait c'est terrible, hein, mais il faut surtout pas rappeler au peuple qu'on a du pouvoir, quoi. Du pouvoir, ouais. Parce que c'est trop dangereux. Et en parlant de Thierry Marx, dans ton dernier, dans le futur ouvrage là, qui va sortir, tu t'intéresses au milieu de la restauration. Et comme aujourd'hui on parle inégalité, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que là tu as pu ressortir, enfin faire un peu de teasing, est-ce que tu constates de ce qui se joue dans les cuisines en France, notamment quand on est une femme dans le milieu de la restauration? Alors, il faut savoir, parce que moi on me pose souvent la question, pourquoi il y a si peu de femmes en cuisine dans restauration traditionnelle, hein. En restauration collective, il y a plus de femmes que d'hommes, disons, comme par hasard. En France, les derniers chiffres qu'on a de la direction du travail, c'est 19% de chefs et 28% de cuisinières. C'est tout. Sachant que dans les écoles de cuisine, de restauration, etc., les bacs pro, etc., les BTS, on est quasiment à 50-50. Donc, où disparaissent ces femmes? Où vont-elles? Bien, elles vont voir ailleurs si j'y suis, parce qu'elles subissent des violences qui ne sont pas uniquement des violences que les femmes subissent en cuisine, parce qu'en cuisine, tout le monde se fait latter la gueule. Voilà. Mais évidemment, comme dans la vie autre que la cuisine, plus on cumule les discriminations, plus on se fait latter la gueule. Donc pareil, si tu es une femme lesbienne noire, tu te feras plus latter la gueule, mais tu te feras latter la gueule aussi si tu es un homme blanc. Bon. Donc en cuisine, les violences premières sont des violences économiques, puisqu'en fait, beaucoup de gens ont des heures sup qui ne sont pas rémunérées, donc quand vous travaillez 70 heures semaine payées 43, c'est une violence. Et c'est une manière de déshumaniser une main-d'œuvre pour pouvoir lui faire n'importe quoi et le traiter n'importe comment après. La base de mon livre, c'est de... Je ne veux pas raconter, sinon ça va prendre 4 heures, on n'est pas là pour ça, mais la base de mon livre, c'est de débunker et d'expliquer le mythe gastronomique français. Parce que pour moi, tout vient du mythe gastronomique français. C'est-à-dire qu'on trouve des récits, il y a 2 siècles, des conditions de travail en cuisine, ça n'a pas changé. À part qu'il n'y a plus du charbon en cuisine, quoi. Mais c'est vraiment... c'est terrifiant. C'est terrifiant. La restauration, le HCR, Hôtel Café Restaurant, le secteur a la pire convention collective du pays, parce que ce ne sont que des dérogations au Code du travail, déjà. Et donc Thierry Marx, pourquoi je parle de Thierry Marx souvent? Puisque c'est le patron de l'UMI, qui est le syndicat des patrons de la restauration en France. Il faut savoir qu'en France, les patrons sont syndiqués à plus de 70% dans la restauration. Et il n'y a quasiment pas de chiffres pour les salariés parce qu'en fait ils ne sont pas syndiqués, donc c'est vraiment des séries kiki. Hein. Moi j'ai quelques chiffres pour le bouquin, mais c'est vraiment ridicule pour plein de raisons. Mais donc il y a une asymétrie totale des rapports de pouvoir parce que les syndicats bloquent toutes les négociations depuis des années, n'acceptent d'augmenter certains trucs que s'il y a un cadeau fiscal de la part de l'État derrière. Ça fait 15 ans que c'est comme ça, ou 20 ans. Donc moi, on parle souvent du MeToo en cuisine et tout, et moi je veux absolument parler d'un MeToo en cuisine parce que ça serait trop facile de réduire les conditions de travail abominables en cuisine à des VSS, des violences sexistes et sexuelles qui toucheraient que les femmes. Et c'est une super manière de cacher, c'est l'arbre qui cache la forêt, quoi. Donc moi, le MeToo de la cuisine, non. Il faut prendre les violences globales dans la cuisine.
c'est trop simple, parce que c'est vraiment une manière de se dédouaner après. Ah oui, on a fumé toute la cuisine, bah c'est bon, il n'y a pas de problème. Bah, on peut parler des travailleurs immigrés sans papier qui sont embauchés comme des merdes, là, qui travaillent n'importe comment, parce que dans des conditions complètement absurdes et indécentes, marchands de sommeil, qui dorment sur des matelas, même la cuisine, enfin bref, il y a plein de problèmes dans ce milieu. Donc dans le bouquin, j'avais vraiment envie de revenir donc, aux fondations des violences, de les expliquer, et aussi de parler de tous les types de violences. Donc il y a beaucoup de témoignages. Le bouquin, il ne travaille pas, il fait plus de 300 pages. Il y a énormément de témoignages de femmes, d'hommes, qui racontent tout type de violences psychologiques, sexuelles, morales, homophobes, racistes. Donc c'est montrer aussi que les écoles sont responsables, hein. Évidemment, ça commence aussi à l'école, les violences, et puis surtout la phrase de bah, c'est comme ça, c'est la cuisine. Encore une fois, on revient au système, Oui, au systémique. C'est comme ça, c'est la cuisine, ça fait 2 siècles que c'est comme ça, bah c'est tout. Tu savais ce que tu allais faire. Bah, tu te prends un torchon dans la gueule, mais tu savais que ça allait être dur, quoi. Oui, d'où l'intérêt d'avoir une approche systémique et de ne pas individualiser les problèmes ou utiliser des étendards pour cacher... Pour justifier. Et puis pour raconter n'importe quoi, il y a 200 000 postes vacants dans la restauration, et ce qu'on entend dans les médias mainstream, c'est pas les salariés. Jamais j'ai vu un syndicat HCR dans les médias. Jamais. On voit Thierry Marx, on voit des patrons sur BFM, etc., qui disent des phrases comme, et je vous jure que Manigold a sorti cette phrase-là, il a dit, moi j'ai des patrons qui me disent que les employeurs sont les esclaves des salariés. Il a vraiment dit cette phrase-là. Merde. T'es là, pardon. Ouah. Alors déjà le mot esclave, on peut peut-être se calmer, surtout pour parler des patrons. Mais donc des phrases comme ça, donc dire, et puis le classique, vous savez bien, les jeunes sont feignants, les jeunes veulent plus travailler. Non, les jeunes ont peut-être marre de se faire exploser 80 heures semaine, payés 43 dans des espèces de trucs en plastique et en plexiglas l'été où il fait 47 degrés dans le sud, pour bosser dans un 3 étoiles pendant 2 mois, quoi. Donc ouais, c'est une hypocrisie totale, et puis c'est aussi, pour finir, un système politique et économique, quoi. Ils sont protégés par leur statut d'artiste, parce que maintenant c'est des artistes les chefs, hein, voilà. Donc l'impunité des artistes qu'on retrouve ailleurs, avec Depardieu et compagnie, qui rendent fière la France, comme dirait Emmanuel Macron, et ben tous les autres chefs rendent fière la France. Donc s'ils sont accusés demain de choses et d'autres, d'ailleurs ils l'ont été, hein, il n'y a pas de conséquences. Par exemple, Yannick Aleno, qui est le seul chef étoilé en France pour qui des violences ont été reconnues au prud'homme. En avez-vous entendu parler? Pas beaucoup, je pense, parce qu'aucun média n'en a parlé avant que j'en parle en 2020 sur Mediapart, alors que le jugement avait été rendu 3 ou 4 ans auparavant. Voilà. Et ça n'a pas empêché d'avoir des étoiles la même année. Il est juré à Top Chef tout le temps, il a ouvert plein de restos, et désormais il travaille avec l'Institut Life. Depuis toujours, hein, il bosse avec eux, hein. Mais là il a le resto d'application qui maintenant appartient à Lido aussi. Donc pas de conséquences, impunité, parce qu'il rend fier la France. Il y a un moment, tu as évoqué le fait de s'intéresser aux fondations des violences, donc aller à la racine en fait des problèmes. Et c'est quelque chose qu'on a pu aussi évoquer en aparté en préparant la table ronde, notamment Sandrine, où tu me disais que ça pouvait être intéressant aussi qu'on s'interroge sur la question, enfin moi ça me fait me connecter comme ça dans ma tête, mais la question de quelque part de l'écoféminisme, donc de s'intéresser à toute une diversité en fait de rapports de force qui sont là, qui vont toucher des populations qui vont être minorisées, les personnes racisées, les personnes grosses, les personnes LGBTQIA+, les personnes non humaines. Il y a un certain nombre de militantes, de chercheuses, de penseuses d'ailleurs qui écrivent sur ces sujets. Je pense notamment à Myriam, je ne sais pas si dans la salle vous les connaissez, mais je vous invite vraiment à les noter parce que ça peut vraiment venir nourrir des réflexions. À Myriam Bafou par exemple en tant que philosophe, à une juriste comme Canel Fourdrinier, une politologue comme Fatima Ouassak ou une sociologue comme Kautar Archi, qui, parenthèse, est ce soir à Lyon dans une autre table ronde. Donc j'ai prévu d'y aller du coup aussi. Et qui a écrit un rapport notamment autour, un essai autour de l'antispécisme. Et donc, en fait, c'est tout ça pour dire que s'intéresser aussi aux fondations des violences, aux racines, c'est essayer de mieux comprendre les dominations qui sont là, de s'en extraire. Et c'est un peu ce qu'essaye de faire la pensée écoféministe. Et Sandrine, j'avais l'impression que ça travaillait comme tu nous en avais parlé. Je ne sais pas, toi, en tant que paysanne, comment soit des concepts ou ces approches-là, ça peut venir aussi te nourrir en tant que travailleuse, dans ton identité aussi de femme et de paysanne, comment tu le manipules derrière et ça peut s'incarner dans une pratique concrète.
Ouais, bah, en fait, c'est comme tout. Je vous parlais des statuts des paysannes qui sont assez pourris en termes de rémunération, conditions de travail, droit à la retraite, couverture santé, etc. En fait, ça s'inscrit dans un contexte plus global de conditions des paysans qui est quand même toute pourrie, hein, faut le dire. Voilà, c'est juste que de la même façon que tout est pire quand on est pauvre ou tout est pire quand on est handicapé, bah, tout est pire quand on est une femme. Et notamment dans l'agriculture, il y a cette espèce d'injonction à la force physique, des normes virilistes, faut bourriner, c'est normal d'en chier, c'est normal de faire des heures. Il y a des injonctions au rendement aussi, on n'a pas le temps d'aller chercher un outil pour débloquer un truc, donc on va forcer comme des gros nazes et se faire mal des fois, voilà. Juste pour vous donner un ordre d'idée, désolé, c'est pas top glamour comme chiffre, mais au niveau national, il y a à peu près 80% des femmes, non, 15% des femmes qui vont être sujettes à la descente d'organes. Dans le monde agricole, c'est 80%. Parce qu'on est tout le temps en train de bourriner, de porter des trucs, des charges lourdes, de la manutention, et on est toujours en train de bourriner. On n'a pas appris à faire les bons gestes, et voilà, il y a cette injonction à faut y aller, on n'a pas le temps, blablabla. Voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Oui, et tu m'avais évoqué aussi la question des animaux, à un moment Ouais. qui faisait le lien, enfin que ça t'interrogeait aussi. Ouais, et ben bon, de toute façon, l'agriculture repose sur l'exploitation de la terre et parfois des animaux quand on est dans l'élevage. Et donc je fais partie aussi de la commission femmes au niveau national de la Confédération paysanne. Et il y a des collègues éleveuses qui se font des gros nœuds au cerveau parce que clairement, quand on est éleveuse, en fait, on exploite des animaux, on maîtrise leur fécondité, leur sexualité et on fait naître des animaux pour les dessouder et les bouffer. Et même quand on est dans l'élevage laitier, bah, y a bien un moment où il faut faire quelque chose avec les cabris et les agneaux qu'on ne garde pas. Donc elles, en tant que féministes, elles se font des gros nœuds au cerveau. Si ça vous dit, il y a un podcast des couilles sur la table qui s'appelle Les couilles à la ferme, où il y a notamment des paysannes de la BD Il est où le patron qui interviennent dedans et elles partagent un peu ce ressenti-là. Voilà, le lien à la mort aussi et voilà, le lien aux animaux. Et franchement, tous les éleveurs que je connaisse qui sont dans un élevage. Alors, c'est pas de l'élevage industriel, on n'est pas dans le véganisme non plus. La conf propose la troisième voie qui est de l'élevage respectueux, plein air, avec parfois de l'abattage à la ferme pour diminuer le stress, le transport, etc. Et en fait, tous les éleveurs et éleveuses que je connaisse, ça leur fait vraiment pas plaisir d'emmener leurs animaux à l'abattoir ou de devoir. Enfin, voilà, vraiment, il y en a qui voilà, ils n'endorment pas pendant des nuits, voilà. Sur l'écoféminisme, il y a eu beaucoup de procès qui ont été faits en essentialisme, en naturalisation de l'écoféminisme, c'est-à-dire partir du principe que femme égale nature, qu'on se roule dans la rosée en faisant des incantations, ce qui est vrai parfois. Et alors Et puis les femmes cis, le cycle menstruel, la lune, enfin bon bref. Donc il faut rappeler que dans l'écoféminisme, il y en a pas, c'est comme le féminisme, il y a plein de courants féministes, donc c'est des féminismes comme il y a des gauches et des droites, apparemment maintenant elles sont toutes extrêmes, mais bon, petit taquet. Et donc il y a des écoféminismes, donc il y a des écoféminismes qui vont être plus du côté spirituel, un peu New Age, donc avec Starhawk par exemple, et il y a des écoféminismes qui vont être plutôt marxistes, matérialistes comme on dit, féministes matérialistes, donc il y a plein de courants dans les écoféminismes. Parmi les pionnières de l'écoféminisme, il y a Françoise Daubonne, dont les travaux ont été réédités donc, au Passager clandestin, où Myriam Balafou a publié aussi. Il y a eu pas mal de bouquins. Élise Thiebaud y est pour beaucoup, pour la réédition de ces livres-là. Il y en a eu au Diable Vauvert aussi. Donc je vous conseille vraiment de lire Le féminisme ou la mort. Pardon, d'ailleurs, c'est Myriam qui a co-signé la préface. Dans les écoféminismes, il y a donc une perspective très intersectionnelle. Parce que c'est pas seulement de l'écoféminisme, c'est pas seulement environnement et féminisme, ça parle énormément sur les écoféminismes blancs, on va dire, des pays du Nord, on les connaît un peu mieux, mais l'écoféminisme n'a pas attendu que les blanches bourgeoises s'en emparent et inventent un mot pour lutter elles aussi dans leur ruralité, dans leur campagne, etc., pour dire allez vous faire foutre avec votre capitalisme patriarcal et votre impérialisme. Donc il y a Vandana Shiva, par exemple, qui est assez connue aussi pour énormément de bouquins, et elle parle de colonialisme vert, etc., la biopiraterie, enfin ça j'en parle aussi dans Manger les riches, la biopiraterie.
qui est un colonialisme qui ne dit pas son nom, mais l'écoféminisme donc veut faire comprendre que toutes ces luttes-là sont liées parce que toutes ces luttes-là découlent de l'impérialisme, le capitalisme, le patriarcat, donc une volonté de domination et de maîtrise des corps, que ce soit les corps sexisés féminins, les corps racisés, les corps des animaux, comme tu le disais, donc maîtriser la reproduction des femmes, la reproduction des animaux, maîtriser la terre, la dominer, la salir, exterminer le vivant, etc. Donc on peut justement trouver dans les écoféminismes des intersections hyper intéressantes de lutte ensemble, de lutte avec les Suds, de lutte des Suds, pour elles et pour eux, où c'est pas les blanches qui vont faire la leçon à des gens dont ils n'ont aucune idée de comment ils vivent au quotidien. Et je sais plus pourquoi je voulais ajouter un truc écoféminisme, et après tu parlais de quoi? Ouais, je bouchonnais quand même. Les gens qui écouteront ça vont dire qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais bon, bref, l'écoféminisme, moi, ça m'a vachement intéressé d'ailleurs, j'en parle dans mon premier livre, dans Féminisme, donc il est publié en 2017, et à ce moment-là, je me dis, je sens que c'est en train d'être le truc qui va revenir. Parce que ça date des années 70, et en fait, d'Aubonne, quand elle a écrit ses premiers bouquins, ça n'a pas du tout pris en France. Parce que justement, il y avait ce truc en France à l'époque, vague féministe, c'était de justement, l'essentialisation, c'était non, mais alors, hors de question, on va encore croire que femme égale nature, je sais pas quoi, femme égale légumes, quoi, pour le dire très simplement, et Gaïa, tout ça, machin. Et donc, il y avait un rejet total de ça, donc ça a été très mal compris, donc elle s'est exilée aux États-Unis, comme Monique Wittig avec les lesbiennes, où tout le monde s'en foutait un peu en France, elle s'est barrée aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle a trouvé quand même au niveau universitaire et au niveau militant des ressources et puis des alliés. Il y a eu plusieurs actes fondateurs de l'écoféminisme, notamment le Three Mile Island où il y a l'accident nucléaire, donc c'est aussi ancré aussi autour du nucléaire dans les Nords. C'est plutôt les luttes paysannes dans les Suds et les luttes contre l'impérialisme blanc. Et je vais pas faire un cours de communisme, pardon, je pars complètement en cacahuète. Mais d'autant c'était intéressant de voir qu'aujourd'hui la notion et le concept d'écoféminisme, moi je suis hyper contente que justement depuis 2017-2018, on en parle, il y a des bouquins qui sortent ou qui ressortent là-dessus. Il y a un très chouette bouquin édité chez Cambourakis il y a pas mal d'années sur les écoféministes avec plein de textes différents. Je ne sais plus qui est l'autrice, je suis désolée, c'est sous sa direction, je ne sais plus comment elle s'appelle. Le bouquin est super. Et donc voilà, ça revient, et justement avec toutes les luttes environnementales, féministes, justice sociale, décoloniale, etc., il faut vraiment s'emparer de cette notion. C'est pas pour rien que Sandrine Rousseau, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord avec elle ou pas, elle dit qu'elle est écoféministe, et je trouve ça hyper intéressant. Rien que le fait d'accoler ce mot et de dire écoféminisme, c'est politique de le dire, quoi. Et donc repolitiser tout ça et dire qu'on peut, à l'intersection de ces luttes, s'engager, qu'on soit paysanne, qu'on soit journaliste, qu'on soit assistante sociale, qu'on soit whatever, productrice de je ne sais pas quoi, on peut s'associer à ça et se battre, et c'est pas juste un truc qu'on va réduire à les femmes et les plantes aromatiques, les femmes et la tisane, voilà, et la sauge, Scaris, c'est bon pour les douleurs de règles, quoi. Bon, moi ça marche pas sur moi. Endométriose. Bref, raconte ça. Non, mais voilà, il y a vraiment un truc de. Faut pas comprendre ça comme un truc forcément très naturalisant, essentialisant, quoi. Mais je trouve ça hyper intéressant que des paysannes, justement, s'en emparent aussi. Et que ce soit pas un truc réservé à des cercles militants, peut-être un peu fermés, ou un peu trop bourgeois, ou pas les mains dans la terre, quoi. Ouais, qui vont. On s'appelle les trucs théorisés sans jamais avoir mis les mains dans la terre, quoi. C'est un peu ridicule. Parce qu'il se passe quand même beaucoup, donc... Et je refais un bond en arrière par rapport à ce que tu as évoqué rapidement tout à l'heure. Tu as commencé à parler de stigmatisation. Et je sais que ça te questionne beaucoup, ça te met en colère tous les discours autour de la méritocratie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Il y a une forme de méritocratie, moi j'identifie plusieurs dans l'alimentation. Déjà, il y a les personnes considérées comme grosses. En fait, il y a les bons gros et les mauvais gros. Donc, les bons gros, c'est celles et ceux qui cherchent à perdre du poids et qui se détestent. Donc, aux yeux de la société, on est une bonne grosse si on se trouve horrible, qu'on est d'accord pour dire que notre corps est repoussant et qu'on fait tout pour perdre du poids. Chirurgie bariatrique, Ozempic, Wegovy et compagnie, régime draconien, bon bref, tout, quoi. Voilà. Faites-toi vomir, c'est mieux pour toi parce que tu perdras du poids. Bon.
Il y a aussi, on tourne en ridicule les troubles de comportement alimentaire, hein, il y a vraiment, ça c'est assez incroyable quand même de penser que c'est pas grave, ça va, c'est facile et que ça va disparaître en un claquement de doigts si on arrête de montrer des mannequins maigres, quoi. L'autre stigmatisation, c'est sur les consommations individuelles, c'est-à-dire quand on va regarder quelqu'un qui mange un burger, si on présume par les vêtements de la personne, sa façon de parler, je ne sais pas, que cette personne vient d'une classe populaire, on va la juger différemment. Il y avoir une question que sur cette les personne, principales on présume difficultés qu'elle vient qu'on d'une classe rencontre dominante. aujourd'hui dans le monde paysan en général. Pourquoi ? Parce que cette méritocratie, comme on dit, j'écris que la gourmandise, c'est l'apanage des classes bourgeoises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on présume des classes dominantes que si elles se font un petit kiff, un plaisir, genre un Twix, une glace au chocolat, un Kinder Bueno ou un tacos, on est dans la ville du French tacos, on présume par ailleurs que c'est juste un petit pas de côté, quoi. C'est juste un écart. On présume que ces gens ont par ailleurs un régime alimentaire très équilibré, qu'ils et elles mangent bio, ou mangent local, mangent des fruits et des légumes, mangent du poisson, mangent peu de viande, beaucoup de légumineuses, enfin en gros, qu'ils et elles suivent les recommandations du PNS, quoi, à la lettre. Et que c'est des gens qui savent, qui ont des connaissances diététiques, nutritionnelles, etc. Et donc ils savent très bien ce qu'ils font, et ils mangent un Kinder Bueno de temps en temps, quoi. Contrairement à ce qu'on va appeler les pauvres, où on estime que c'est des gens qui n'ont aucune connaissance en diététique nutritionnelle, qu'ils ne savent pas du tout que les chips c'est bon pour la santé que les carottes, qu'ils nourrissent leur gamin n'importe comment, qu'en fait ils ont juste la flemme de se faire à manger, et que les burgers c'est pas bon pour ce que t'as, quoi. Et que tu ne devrais pouvoir prendre du plaisir en mangeant des choses comme ça, très grasses, très sucrées ou très salées, que si tu as par ailleurs un régime alimentaire, on va dire idéal, quoi, équilibré, vertueux, machin, le régime plutôt justement recommandé par le PNNS. Donc d'une part, encore une fois, c'est culpabiliser et faire reposer la responsabilité sur l'individu, et puis présumer surtout que les classes bourgeoises dominantes sont parfaites, sont vertueuses. Donc vraiment, la gourmandise, c'est vraiment vu comme quelque chose que ne devraient pas s'autoriser les classes populaires. Et en écrivant Manger les riches, j'ai découvert les travaux d'une sociologue dont j'ai oublié le nom parce que j'ai une mémoire vraiment merdique sur les noms, c'est catastrophique dans mon métier, qui donnait une interview et où elle, dans ses travaux, elle dit, et je trouve ça tellement passionnant, elle dit qu'en fait, dans les classes populaires, la nourriture, c'est un moyen instantané et peu cher de faire plaisir, de se faire plaisir et de faire plaisir à ses enfants. Parce que quand vous passez la journée à dire non à vos enfants, car vous n'avez pas les moyens de leur offrir une place au cinéma, par l'attraction des vacances, une expo, un concert, un abonnement Disney+, une paire de baskets, etc., en fait, leur acheter une glace, leur acheter un Kinder Bueno, leur acheter des bonbons ou des chips, ça vous fait sentir moins merdique en tant que parent, parce que dire non à ses enfants, c'est horrible, on se sent vraiment ultra mal. Donc pouvoir faire plaisir de façon instantanée, pour vraiment pas grand chose, parce que ça coûte pas cher, un Twix ou une glace, ça fait plaisir. Et c'est aussi souvent les seuls plaisirs qu'on peut s'offrir, en fait, quoi. Donc il y a vraiment ça je trouve intéressant, je sais pas vous, mais moi j'ai jamais réfléchi à ça comme ça, en fait, ce côté, c'est comme ça qu'on fait plaisir aux enfants, ou qu'on se fait plaisir à soi, parce qu'on n'a pas les moyens de se faire plaisir autrement, en fait. On part jamais en vacances, j'ai le droit de me faire un pot de glace devant Netflix, quoi, si j'ai envie. Mais par ailleurs, moi, qui suis dans le 11e à Paris, Boboland et compagnie, journaliste, écrivaine, machin, moi, personne ne va venir me faire chier si je me fais un pot de glace devant Netflix, quoi. Parce qu'on va présumer que par ailleurs je me nourris extrêmement bien, que je mange 5 fruits et légumes par jour, c'est faux, et que tout va bien, et en plus je ne suis pas perçue comme grosse, donc on va se dire « Ah mais elle est sûrement en très bonne santé », donc elle peut se permettre ça. Et il y a un autre aliment que les aliments gras, sucrés, etc., qui est important et dont je parle dans le bouquin, c'est l'alcool, notamment le vin. Vous êtes dans une région viticole où les discours de propagande sur le vin sont quand même légion, qu'il y aurait soi-disant des bons et des mauvais alcools, qu'on ne peut pas se faire du mal en buvant des bons vins, n'importe quoi, c'est de l'alcool. Et donc il y a tout un truc autour de, par exemple, comme je dis dans le bouquin, si vous avez un journaliste du fooding ou de Libé qui va poster sur Instagram les bouteilles de vin nature qu'ils et elles ont bu tout le week-end avec leurs potes en disant « Ah, on s'est fait plaisir !»
bah, les commentaires, ça va être « Ah ouais, trop bon, t'as vu le domaine machin, c'est délicieux, t'as goûté le 2021, il est incroyable, un petit pinot, un petit gamay et tout. » Donc tout le monde va être là « Ah, c'est super », donc c'est valorisé et valorisant comme consommation. Parce que le produit est valorisant et valorisé dans la nature, mais c'est la personne qui les consomme est elle aussi dans la classe supérieure intellectuelle, machin. Si une personne, une classe populaire, poste sur Instagram 5 cadavres de bouteilles en disant on a bu ça ce week-end, d'une part, si c'est pas du vin nature, on va dire ah bah ça va l'alcoolisme, ah, je suis sûre qu'il passe sa femme en plus. Donc on va avoir des clichés, ou alors vraiment on va parler d'alcoolisme. Alors que les bobos, s'ils boivent, parce qu'ils aiment ça, ils kiffent, tu vois. Ils savent se retenir, quoi. Non, c'est alcoolique. Et par ailleurs, on va se dire, si c'est du vin nature bu par genre mon père, qui est ouvrier du bâtiment, on va dire, ah, c'est de la confiture au cochon, quoi. Il y a un vrai truc comme ça. Juste pour... Il y a un exemple récent qui m'a rendu complètement zinzin. Le Monde, qui parle aux bourgeois quand même, Le Monde a fait un article il y a genre une semaine, je crois, 15 jours, mais franchement, allez le lire, c'est indécent. Enfin, je ne comprends pas que ça soit passé. Ils ont invité une personne normale, c'est-à-dire une prolo, quoi, ou une classe moyenne basse, à manger dans un resto triple étoilé. C'est d'une violence de classe. Et il y a des remarques racistes en plus. C'est d'une violence de classe inouïe. C'est vraiment genre, vous savez, les films français qu'on adore faire avec le blanc qui va découvrir le talent caché du jeune rebeu ou de la jeune meuf pauvre. Vous voyez ou pas? Genre le brio, les trucs comme ça. Genre, oh, moi, blanc, tu sais, white savior, quoi, je te découvre et je vais t'aider à grimper les plats. Ah, transfuge de classe. Et là, c'est un journaliste blanc, bourgeois, qui est critique culinaire et gastronomique du Monde, qui est en mode invitons une prolo et observons-la dans un milieu pas naturel pour elle. Donc c'est vraiment c'est horrible. Avec un repas à 400-500 balles. C'est vraiment. Donc là vous voyez, il y a un exemple de mépris de classe. Et donc va-t-elle apprécier cette nourriture dont son palais n'est pas auquel elle n'est pas habitué? Et enfin lisez-le sur l'occasion, c'est un exemple abominable. Donc il y a ça aussi, cette vision que des classes dominantes avec un comme je dis dans le bouquin, un capital culinaire, pas moi qui viens d'inventer l'expression, un capital culinaire valorisant, valorisé. Donc par exemple, pour finir, capital culinaire valorisant, valorisé, c'est connaître, savoir ce que c'est du shiso, savoir ce que c'est de la ndouya, savoir, je sais pas, pouvoir citer 4 cépages de la Loire. Et le capital culinaire, ça veut pas dire que vous êtes un bourgeois, hein, vous pouvez avoir des parents viticulteurs qui sont pas hyper pétés de thunes, hein, on n'a pas dit qu'on était à Bordeaux, on peut lui. Mais le capital culinaire qui va pas être valorisant et valorisé, qui va être au contraire stigmatisant, c'est si vous connaissez par cœur la carte du KFC, quoi. Alors c'est un savoir, c'est une connaissance. Si vous savez toutes les saveurs des M&M's, je sais pas, depuis 10 ans, enfin, donc ça, parce que c'est perçu comme quelque chose qui n'est pas bon pour la santé, qui est populo, et donc c'est un truc de beauf, quoi, pour dire le mot, qui est un mot ultra stigmatisant, quoi, parce qu'apparemment les beaufs c'est que les pauvres, quoi. Alors que quand on est un macho et qu'on fait du cinéma, on n'est pas un beauf, quoi. Parce qu'on fait du cinéma. Et ça fait écho en fait à un principe en fait qu'on va pouvoir expliquer dans les sciences sociales où il y a différents groupes sociaux dans la société et on va les hiérarchiser. Et donc, voilà, il y a des cultures qui sont légitimes, d'autres qui ne le sont pas. On va diviser, encore une fois, pour ça. C'est tout à fait. Et j'ai évoqué tout à l'heure très rapidement Fatima Wassak, ce que tu décris comme processus en fait, sociologique qu'il y a derrière, c'est aussi ce qu'elle raconte dans La puissance des mères, où avec différentes mamans qui habitent dans les quartiers populaires et qui sont fédérées et qui avaient envie de proposer en fait une alimentation bio dans la cantine de leurs enfants. Et ce qu'elle explique, c'est que si ça avait été dans un milieu blanc bourgeois tout de suite, on les aurait potentiellement qualifiés de bobo écolo, mais la demande d'un point de vue politique aurait été plus légitime, alors que tout de suite là on les a renvoyés à une motivation qui était communautaire et vraiment une grille de lecture qui n'était pas du tout la même parce qu'elle était portée par des femmes racisées qui habitaient dans les quartiers populaires, alors que la demande était une demande c'était de végétaliser les menus, c'était pas de végétaliser les menus à la cantine des enfants. Donc, oui, parce qu'en fait, on va se dire, ah là là, c'est pour dissimuler le fait que les enfants mangent halal et donc qu'il n'y ait pas de porc. Oh là là, mon Dieu, un repas sans porc, comment peut-on survivre? C'est incroyable.
Mais regardez à Lyon ce qu'il y a eu pendant les premières années du Covid. La mairie écolo qui, pour des raisons sanitaires et de protocole, ne servait plus de viande dans les cantines pendant une petite période. Ça a été instrumentalisé immédiatement par Julien de Normandie, qui était ministre de l'Agriculture à l'époque, et par Darmanin. Tous les deux, j'avais fait un article là-dessus, tous les deux à la radio ou à la télé, je ne sais plus, à la radio, ils se sont tout de suite, ils ont tous été vendus, de toute façon les écolos, dès que pour leur taper dessus, on leur tape dessus, quand c'est la droite, ils ont instrumentalisé cette décision qui n'était pas une décision politique ou idéologique, vous savez que l'idéologie c'est que les gauchistes, bref, il n'y a pas d'idéologie, il y a juste du fait. Et donc ils se sont dit, ah là là, mais ça c'est les écolos, ils nous empêchent de manger de la viande et tout. C'était vraiment à cause du Covid en fait, et surtout, il y avait encore des protéines animales, il y avait du laitage, il y avait du fromage, des yaourts, il y avait du poisson encore, il y avait des œufs, il y avait du beurre. C'était juste que la viande c'était trop compliqué au niveau sanitaire à cause du Covid. Et donc la droite s'est emparée de cette histoire-là pour balancer à la radio des fake news, c'est-à-dire dire ah bah ça va nuire aux enfants des classes populaires parce que le seul endroit où ils mangent de la viande c'est la cantine. C'est complètement faux. Il suffit d'aller sur les études 1K3 sur lesquelles je me base pour écrire mon deuxième livre, qui sont disponibles à tout le monde, l'étude des consommations individuelles, c'est national, et on voit que non, la viande, justement les classes populaires en mangent un peu trop, et mangent pas assez de fruits et légumes parce que c'est trop cher et moins accessible. Donc en fait, l'instrumentalisation de la végétalisation ou de la viande, elle est dingue. Moi, ça me rend folle de voir à quel point on instrumentalise la bouffe à des fins nationalistes, qu'on appelle le gastronationalisme. Et juste pour vous dire, j'ai reçu la première lettre anonyme de ma vie dans mon courrier la semaine dernière, avec des commentaires racistes, misogynes et haineux, parce que j'ai donné une interview au Monde sur le gastronationalisme. Et que F de Souche a repris l'article, et donc j'ai reçu une lettre anonyme à mon domicile. Et depuis que j'écris des bouquins sur l'alimentation, depuis 8 ans, je me prends des menaces de viol et de mort. Je parle de bouffe. Enfin, c'est gravissime, quoi. Et je me prends de torrents de merde quand je parle de genre et d'alimentation. On voit à quel point ça touche aux identités. C'est identitaire dans le vrai sens du mot identitaire, pas dans le sens facho, même si les fachos justement sont les premiers à m'envoyer des trucs comme ça. Mais il y a un truc, parce que justement, encore une fois, c'est le côté individuel, quoi. Et c'est le côté, la France a du talent, nos régions ont du talent, la France mange comme ça. Et il faut aussi débunker l'idée qu'en France, il y aurait une tradition, quoi. On n'a pas toujours mangé autant de viande. Ça fait que depuis les 30 Glorieuses que ça s'est démocratisé, la viande. Mais on fait croire à tout le monde que la France, c'est ça, ça et ça. C'est les plats comme ci, c'est la viande, c'est le vin, c'est le fromage, c'est le machin, c'est le bidule. Non. Donc il y a aussi ça qu'il faut... En fait, c'est des mythes. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Les mythes qu'il y a autour de l'alimentation. Et pour finir sur la stigmatisation, parce que j'ai oublié de dire une chose, c'est que la stigmatisation des classes populaires, elle passe aussi par une infantilisation totale. Vraiment le côté « Ah, mais vous savez pas faire à manger, on va vous apprendre. » Ok. Et donc parfois par des conditions d'accès, par exemple à des paniers de fruits et de légumes, en échange de cours de cuisine. Oh, wow. C'est-à-dire qu'en fait, on présume que tu es incompétente ou incompétent parce que tu es pauvre. Donc on te dit, tu ne pourras avoir accès qu'à ce panier de fruits et légumes bio que si tu assistes à des... Mais vous vous rendez compte, on est sur le truc du RSA qui conditionnait à du travail gratuit, quoi. Donc il y a vraiment cette présomption-là. Donc on va pas... Donc encore une fois, on part du principe que les classes dominantes, eh ben elles savent très bien ce qu'elles font, elles savent cuisiner, que du coup, pas besoin de montrer patte blanche pour avoir des paniers de fruits et légumes bio, quoi. Je vous propose de passer à des choses plus positives parce qu'on arrive déjà à la fin de l'heure d'échange, mais avant de vous donner la parole et que vous puissiez avoir un temps de questions-réponses, voire de partager aussi soit vos projets, soit vos expériences en tant que mangeur-mangeuse. Vos plats préférés. Voilà, tout ce que vous voulez en lien avec la bouffe. Passer sur une note plus positive et porteuse d'espoir, on a quand même pu l'évoquer tout à l'heure. Donc on a bien vu qu'il y avait une nécessité de changer en profondeur les systèmes, de développer des approches qui soient vraiment systémiques, de déconstruire les mythes. Enfin voilà, ça concerne tout un tas d'enjeux, cette approche systémique. Enfin, ça peut vraiment s'incarner de plein de manières différentes. Et la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il se passe plein de choses positives. On a évoqué notamment rapidement la question de la sécurité, le projet politique de sécurité sociale de l'alimentation. Peut-être pour
conclure, si vous voulez nous partager des initiatives que vous avez pu rencontrer et qui vous réjouissent en fait et qui peuvent aussi nous donner de l'espoir et continuer de nous donner de la motivation à agir et nous dire qu'on va ensemble vers un horizon commun qui est quand même positif. Donc Sandrine, peut-être si tu as une initiative ou un exemple à nous partager. Ouais, alors je pense que le constat il est un peu général, qu'il faut rien attendre de tout en haut et que du coup il faut s'organiser localement, voire micro-localement. Par exemple, je crois que c'est à Die, dans la Drôme, il y a un marché qui se tient une fois par semaine et le maraîcher a mis en place une tarification libre. En fait, il y a 3 niveaux de prix. Je prends un exemple, 2 euros, 2,50 € et 3 euros. Il y a une couleur qui est rattachée à chaque tarif. Et quand vous passez à la caisse, vous dites tarif bleu, tarif jaune, tarif rouge. Voilà, c'est comme ça, chacun met à hauteur de ses moyens en fonction de ce qu'il pense pouvoir mettre. Et chaque semaine, le marché est bénéficiaire de 50 ou 100 euros et ça permet de compenser les fois où il y aura un petit déficit. Par exemple, les CSP+, partent plus en vacances. Donc en été, quand ils seront tous plus là et qu'il n'y aura plus que les gens un peu moins aisés, ce qu'on aura mis en cagnotte, ça peut compenser ça. Et voilà, je trouve que c'est une chouette initiative personnelle. Et voilà, c'est une espèce de mini SSA local. Je ne sais pas si tu avais aussi un exemple que tu avais envie de nous partager. En fait, vu que le prochain est de Bouffe de là, le 8 avril, en direct sur le poste, à 19h, on va parler de restauration collective, mais avec des S, et plutôt de cuisine sociale, parce que moi je voulais pas qu'on parle uniquement de restauration collective au sens où on entend, c'est-à-dire les écoles, les prisons, les hôpitaux, etc. Je voulais qu'on parle de restaurer collectivement les gens, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce que j'aimerais bien qu'en France, il y ait des espaces de restauration et de cuisine collective. C'est comme ça aussi qu'on va réussir à reprendre la main sur notre alimentation et être capable matériellement de cuisiner. Donc il y a quelques espaces, moi je connais mieux l'Île-de-France, mais il y a quelques espaces justement qui ont ouvert des cuisines collectives. Donc vous pouvez venir, vous, avec soit vous venez avec votre matos, enfin des produits alimentaires, soit sur place il y en a. Donc il y en a qui vont aussi vous fournir du riz, des pâtes, de l'huile, etc. Et vous cuisinez, vous avez tel créneau, vous vous inscrivez pendant tant d'heures, vous pouvez venir. N'oublions pas que ce sont principalement des femmes qui cuisinent, parce qu'en France, c'est les femmes qui cuisinent, à plus de 80% de ménages hétérosexuels, et que donc, ces personnes ont pensé à tout, puisqu'il y a des modes de garde. Parce que, comme d'habitude, on dit beaucoup ça, tu veux venir cuisiner, mais qui garde les mômes, en fait, pendant que tu cuisines, si tu es une mère monoparentale, par exemple, même quand tu es un mari. Mais du coup, donc il y a des gens qui gardent les enfants pendant que les daronnes cuisinent et discutent et s'échangent des recettes, des trucs, se font goûter des plats et tout. Donc moi, ça, je trouve ça absolument formidable d'avoir non seulement des endroits où on peut cuisiner ensemble, où on n'a pas à se demander si je vais pouvoir payer la facture d'électricité à la fin du mois, ou si on n'a pas de four, là il y a un four, si on n'a qu'une plaque, là il y en a 2, il y en a 4, il y en a 5, enfin bon bref. Donc il y a vraiment, et ça redonne du plaisir et de la joie de faire ça et puis d'être ensemble. Et aussi, deuxième chose qui, moi, me réjouit, c'est la transformation des restaurations collectives, notamment les cantines scolaires, avec un collectif comme les Pieds dans le Plat, que j'adore, et qui sont formidables, et qui, justement, forment des cuisiniers, cuisinières de restauration collective pour transformer ça, pour remettre de la cuisine dans leur métier, parce qu'en fait, c'est des gens qui ne cuisinent plus, parce qu'on leur dit, tiens, t'as un bac, tu le réchauffes et puis tu sers, quoi. Et donc aussi de favoriser un changement de système, puisque plus de bio, plus de local, donc favoriser aussi les paysans paysannes qui sont autour, des chaînes d'approvisionnement plus durables, meilleures pour les environnements, pour les créatures vivantes, et qui justement essayent de bypasser tous les acteurs du secteur, parce que c'est un secteur c'est plusieurs milliards d'euros, donc les Sodexo, etc. Donc, et vraiment à la fois remettre du sens dans ce métier-là, et puis qu'il y ait moins de gaspillage alimentaire, et on le voit très bien, toutes les initiatives qui font justement avec les pieds dans le plat, les déchets sont réduits quasiment à néant par plein d'initiatives, que ce soit parce que c'est meilleur, ou bien il y a un cuisinier par exemple qui demande aux enfants à chaque fois petite ou grande faim. Juste ça, je trouve ça génial. Et donc le gamin il sait, il dit petite faim. Ok, donc comme ça il n'a pas genre une assiette avec un truc qu'il va acheter à la fin. Et puis surtout c'est meilleur quoi, donc les gamins ils jettent plus, ils jettent pas. Et il y a aussi des cantines scolaires qui, les choses qui n'ont pas été servies, sont données à la fin de chaque journée. Donc n'importe qui peut venir de la ville récupérer de la bouffe qui a été à la cantine, quoi, et comme ça, moi, il n'y a pas de déchets. Donc c'est une économie un peu circulaire aussi. Et justement, comme tu le disais, au niveau local, on peut changer les choses.
Et un petit exemple juste pour dire que c'est faisable et que ça coûte pas plus cher. Ça coûte plus cher de bien manger, comme dirait l'autre con là. Par pitié. Si. Mais en cantine scolaire, la première cantine scolaire bio et enfin locale bio et surtout fait maison 100% en Ile-de-France, c'est Romainville. Il y a un deuxième projet qui est en train de s'activer dans le plat, qui ça a été fait. Et ben ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Et il y a quasiment 0 gramme de déchets. Et ça... Sartou aussi sont ouais, moi Sartou dans le 06. Ok, bah, en tout cas en Ile-de-France, moi je connaissais que celle-là. Mais du coup, il y a quasiment plus de déchets et ça coûte beaucoup moins cher que quand c'était les liaisons froides, etc. et que c'était pas de la cuisine. Quoi. Et en vrai, Paris, ils sont bien aussi en restoco sur le bio. Ouais, bah ouais. 50% de. Oui, ça fait longtemps en plus qu'ils ont quand même mis ça. Bah, il y a une pression aussi, c'est Paris quoi. Ouais, mais il y a bon, une pression des parents. Ça montre que c'est possible. Ah, mais de toute façon, c'est possible. Quoi. Mais la loi Egalim, ces lois, personne ne la respecte de toute façon. J'allais dire, c'est un fort enjeu la restauration collective, mais qui est pour l'instant très peu développée en vrai. Mais c'est un levier formidable pour les paysans et paysannes. C'est-à-dire que c'est des volumes qu'on vous commande à l'avance, c'est des contrats pluriannuels, enfin, c'est vraiment super. Sur les appels d'offres, c'est aussi une sécurité pour les paysans paysannes d'avoir autour des cantines, des hôpitaux, mais c'est une catastrophe la restauration en prison et en hôpital. Quoi. Les cantines, je comprends pourquoi on ne sait pas de mettre ça aussi, c'est vraiment parce qu'on punit les prisonniers. Hein. Mais pour l'hôpital, c'est la pire restauration collective du pays. Hein. Et pourtant, c'est un fort levier de développement de la bio, en fait, et de garantir justement des débouchés. Bah, encore une fois, c'est politique. Hein, voilà. Il y a une autre initiative. Je crois qu'on est en train de glisser vers le temps d'échange. Non, mais très bien. On peut transiter comme ça sans que j'ai besoin même de faire une petite conclusion. Donc je t'en prie, vas-y. Il y a une autre initiative à Lyon, notamment, qui existe, qui s'appelle les petites cantines. Vous devez tous la connaître. Moi, j'habite en Bretagne, donc je ne connaissais pas. Et en fait, c'est hyper chouette, c'est aussi de la restauration pour recréer du lien, pour lutter contre l'isolement. On vient tous cuisiner ensemble en bénévole. Et ce qui est trop chouette, c'est que ça donne aussi un accès à l'alimentation durable à toutes les classes, parce qu'en fait, le prix est libre. Donc on a le droit de payer 1 € sans repas. Si on ne peut pas payer plus, des fois on peut payer plus et des fois on ne peut pas. Et du coup, c'est hyper cool parce que moi j'ai vraiment vécu l'expérience. Je suis allée cuisiner et je suis allée manger. Il y en a à Paris. Et c'est trop chouette parce qu'en fait, vraiment, on rencontre des gens qu'on n'aurait certainement jamais rencontrés ni dans la rue ni nulle part. Et on cuisine tous ensemble et c'est hyper joyeux. Et il y a une vraie sensibilisation ici à l'alimentation durable, au bio, parce qu'ils cuisinent, ils privilégient en tout cas le circuit court, le bio, pour montrer que c'est accessible. Peut-être si on change un peu notre façon de consommer et tout. Et du coup, ça rend le truc hyper joyeux, hyper chouette. Et j'ai trouvé que c'était une bonne façon de montrer aussi avec l'association VRAC, qui œuvre un peu partout en France, de dire, regardez, si on consomme collectivement, si on mange moins de viande, etc., peut-être que l'alimentation durable et saine est plus accessible à tous. Et voilà, je vous invite à aller tous aux petites cantines de Lyon, c'était trop sympa. Il y a dans le podcast, c'est une émission filmée, mais il y a un podcast aussi, Bouffe de là, justement, je vais recevoir Marine des Pieds dans le plat et Ernest, qui n'est pas l'association Ernest, qui est un mec qui s'appelle Ernest, qui est un des cofondateurs de la cantine solidaire de la Flèche d'Or dans le 20e à Paris, et qui propose aussi justement des repas à tarif libre. Et c'est ça en fait qu'il faudrait développer, des espaces collectifs de cuisine et de restauration, dans le vrai sens de se restaurer, que chacune puisse venir manger. Je pense que là, dans l'amphi, il y a une diversité d'initiatives qui développent des cantines solidaires sous différentes formes, que ce soit les escales solidaires, le Faitout, la Messa, la Cantina. Donc c'est vrai qu'il y en a une diversité ici et je pense qu'il y a des personnes dans la salle, donc n'hésitez pas soit à partager vos projets, soit même si vous avez l'habitude de fréquenter ces lieux, vous pouvez aussi en profiter aujourd'hui pour partager vos expériences. Et puis si vous avez des questions, des remarques que vous avez envie de faire, ça y est, c'est le moment, on vous donne la parole.